rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, le pôle test a organisé une délégation au CES de Las Vegas, appelée Test in Vegas. Il n'y avait pas grand-chose sur la sécurité, et pourtant, il y avait quand même une start-up qui s'appelait Ledger, qui était présente, qu'on pouvait retrouver sur le CES. D'ailleurs, on a vu Eric l'archevêque là-bas. Je vais laisser la parole à Manuel Valente de Ledger et de la Maison du Bitcoin pour vous parler de sécurité physique pour le paiement Bitcoin. Merci Valentin. Donc ici, je vais vous parler aujourd'hui de nouveaux devices pour établir la confiance. Donc des nouveaux devices pour établir la confiance. Nous sommes l'entreprise Ledger. Ledger, c'est une équipe de 16 personnes à l'heure actuelle, dont des personnes qui proviennent notamment d'Oberture et de Gemalto, donc des gens qui sont particulièrement spécialisés sur toutes ces problématiques de sécurité, et surtout de sécurité physique. Nous avons aujourd'hui des bureaux à Paris et à San Francisco. Nous sommes un peu des intervenants avec tous les grands acteurs de la carte à puce et des secure elements gérés sur ces cartes à puce. En 2015, nous avons levé 2,7 millions d'euros. Et comme Gonzague le disait tout à l'heure, nous sommes à peu près les 2 entreprises françaises à l'heure actuelle qui ont réussi à faire des levées de fonds sur le milieu du Bitcoin. Alors ce qui est intéressant par rapport justement à Paymium, c'est que nous sommes un peu complémentaires de Paymium. Puisque Paymium s'occupe énormément du paiement, de la gestion verticale du paiement au niveau des entreprises. Et nous nous occupons beaucoup du stockage final des bitcoins des utilisateurs. Et en allant au-delà de la gestion de la sécurité des clés privées des utilisateurs. Donc je vais vous parler de ça un tout petit peu en détail, un tout petit peu plus loin. Vous voyez ici l'ensemble des produits que Ledger a déjà créés et qui ont été publiés sur le marché. Aujourd'hui, nous avons déjà réussi à vendre plus de 10 000 de nos portefeuilles physiques pour pouvoir conserver les bitcoins et les clés privées d'un utilisateur final en toute sécurité. Notre objectif fondamental a toujours été le même, c'est d'assurer à l'utilisateur final une sécurité absolument optimale pour la conservation de ces données. Alors ces données, ça peut être un portefeuille Bitcoin, pour que l'utilisateur ne puisse pas se faire voler le contenu de son portefeuille. Ça peut être également des données pour aller plus loin, je vais pouvoir en discuter, sur pouvoir signer des documents. Vous savez, Gonzague le disait il y a quelques minutes, on va pouvoir, en utilisant la technologie de la blockchain, aller plus loin que le simple transfert de fonds. On va pouvoir aller notamment vers la signature de documents, vers la valorisation de diplômes, vers la confiance interbancaire vous savez, vous connaissez notamment le consortium R3CEV, qui est un consortium qui regroupe des dizaines de banques au plan mondial et qui sont en train de travailler. Je vous conseille de vérifier ces informations, notamment sur Internet. Ils sont en train de travailler sur un remplacement au système SWIFT actuel. Le premier intervenant avait déjà évoqué ce point. Donc vraiment, notre objectif, c'est la sécurisation des données et des clés privées des utilisateurs. Alors, on constate depuis quelques années une augmentation du sujet concernant la décentralisation. On a notamment l'alliance FIDO qui parle énormément et qui s'intéresse énormément au sujet de l'identité digitale. Alors l'identité digitale, on va partir sur l'idée fondamentale que pour qu'un utilisateur puisse véritablement établir son identité sur un service, notamment en ligne, il va falloir qu'on utilise un système de clés privées et clés publiques. Pour ceux qui connaissent déjà ce sujet, pour ceux qui ne connaissent pas ce sujet, l'utilisation d'une clé privée va permettre à un utilisateur de garantir que sur le service sur lequel je suis en train de m'authentifier, je n'aurai jamais d'éléments secrets. Je n'aurai que des éléments publics qui peuvent être partagés par tout un chacun. Moi, personnellement, je vais conserver sur mon ordinateur, sur mon portefeuille, sur quelque chose dont je dispose, les éléments secrets, et sur le serveur sur lequel je vais m'identifier, je n'aurai que des éléments publics. On a beaucoup de sujets en rapport avec la vie privée, notamment PGP, GPG. Ce sont des systèmes qui existent déjà depuis une vingtaine d'années et qui permettent à un utilisateur de pouvoir signer des documents, faire de la signature de documents très simplement, et faire aussi du chiffrement, de pouvoir échanger des documents de façon tout à fait privée.
Ce sont des systèmes qui, là encore, reposent absolument sur l'utilisation de ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique, cette notion dont je vous parlais il y a 2 minutes à propos de l'utilisation de clés privées et clés publiques. Le Bitcoin et la blockchain sont des technologies qui, bien entendu, utilisent également ces méthodes-là. Pour conserver un portefeuille en Bitcoin, je vais avoir des clés privées que je vais stocker localement. Pour pouvoir effectuer des transactions, je vais les envoyer sur ce qu'on appelle des clés publiques. Tous les mécanismes de sécurité à l'heure actuelle, tout l'état de l'art au niveau de la sécurité informatique repose entièrement sur ces problématiques d'utilisation de clés privées et clés publiques, ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique. Les produits que Ledger propose fonctionnent exclusivement sur ces principes-là, sur l'utilisation de clés privées pour garder les utilisations secrètes des utilisateurs et sur l'utilisation de clés publiques pour démontrer qu'un utilisateur a bien une donnée et qu'il la contrôle. Alors, fondamentalement, qu'est-ce que ça change, ce principe de cryptographie asymétrique? L'idée est véritablement de proposer aux utilisateurs de pouvoir récupérer la propriété et le contrôle de leurs informations. La propriété parce que, à l'heure actuelle, ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'informations relatives à des utilisateurs de toutes sortes de systèmes d'informatique sont stockées sur des serveurs en ligne. Malheureusement, ça pose tout un tas de problèmes, notamment les problèmes relatifs, bien entendu, à la sécurité. Si toutes les informations relatives à mes utilisateurs sont stockées en ligne, ça veut dire que je vais avoir un point focal où un attaquant va pouvoir essayer d'aller pour récupérer mes informations. Notamment, pour vous donner un exemple, tout ce qui est biométrie. Si j'ai toutes les informations biométriques sur tout un tas d'utilisateurs qui vont être stockés sur un serveur centralisé, que ce serveur a un problème de sécurité, que mes données sont volées, eh bien, toutes les informations biométriques sur tous mes utilisateurs partent immédiatement dans la nature. Les utilisateurs n'ont absolument pas le contrôle des informations qui devraient absolument être leur propre propriété, puisqu'elles les concernent fondamentalement. Ici, je parle de biométrie parce que c'est vraiment l'exemple extrême. Si vous faites piquer vos données biométriques, la preuve de l'empreinte de votre doigt, bien entendu, quelqu'un pourrait éventuellement se faire passer pour vous sur tout un tas de systèmes qui reposent sur la biométrie. Nous pensons que l'utilisation, notamment des mécanismes de clés privées, clés publiques, vont pouvoir permettre aux utilisateurs finaux de récupérer la propriété des données qui doivent être les leurs. Et que sur une interface en ligne, sur une interface, sur un serveur de données, sur même un serveur bancaire, on pourra conserver un minimum de données juste pour pouvoir authentifier les utilisateurs, mais que les utilisateurs finaux doivent toujours avoir le contrôle et la propriété de leurs propres données. Le contrôle, car l'utilisateur doit également avoir la possibilité de pouvoir modifier et accéder facilement à la modification de ces données-là. Encore une fois, en partant sur un modèle qui doit changer par rapport au modèle centralisé actuel, on veut absolument que les utilisateurs finaux aient absolument le contrôle de leurs données. Alors, le challenge, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est de pouvoir contrôler ces clés privées. Alors, une clé privée, c'est juste un fichier informatique. Problématique. Qu'est-ce que je fais de mes fichiers? Je vais pouvoir les stocker éventuellement sur mon ordinateur. Je stocke sur mon ordinateur, le premier problème, c'est que je vais potentiellement avoir des virus. Est-ce que je peux faire confiance à cet ordinateur? Est-ce que je sais exactement qu'est-ce qui a été installé là-dessus? Je vais peut-être pouvoir les stocker sur un téléphone mobile. C'est la même chose. Est-ce que je contrôle exactement ce qui est installé sur ce téléphone mobile? Quel est son historique? Qu'est-ce qui a été installé dessus? Comment la sécurité sur ce mobile spécifique a été gérée, etc. Donc, la sécurité des clés privées de l'utilisateur, puisqu'elles doivent être sous son contrôle complet, représente véritablement un challenge. Je ne peux pas m'appuyer comme sur un système centralisé sur des professionnels dont c'est le métier de gérer la sécurité, même si, bien entendu, on constate que même chez les professionnels, on voit des problématiques de sécurité. Donc la question, c'est vraiment comment est-ce qu'un utilisateur lambda, qui n'est pas un spécialiste de la sécurité, va pouvoir lui-même gérer un portefeuille qui va contenir des clés privées. Le standard pour la conservation de ces clés privées, le standard actuel pour la sécurité, c'est la smart card. Bien entendu, comme on l'a chacun pour notre carte bleue,
On a une smart card qui est capable d'effectuer des opérations cryptographiques, qui est capable de conserver des clés privées. Une smart card, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à attaquer. Vous ne pouvez pas lire le contenu de la smart card, vous pourrez très difficilement vous interfacer dessus pour pouvoir lancer une attaque éventuelle et lire le contenu. C'est bien pour ça que depuis une trentaine d'années, la carte bleue permet une relative sécurité pour les utilisateurs finaux lorsqu'on l'utilise à travers un terminal de paiement où on utilise son code PIN directement. Le problème fondamental, c'est que la smart card n'est pas adaptée à l'environnement Internet. Parce que si je suis chez moi, j'ai un ordinateur, j'ai une smart card, comment est-ce que je vais pouvoir faire une signature? Je n'ai absolument aucun moyen de m'interfacer entre une smart card et un ordinateur. Il y a quelques entreprises qui, dans le passé, ont pu présenter un connecteur qui permet de coller une smart card sur un ordinateur, mais malgré tout, on est encore une fois dépendant de l'ordinateur sur lequel on va se connecter. On n'a, encore une fois, pas une sécurité optimale pour la conservation des clés privées qui sont sur la smart card, même si à l'intérieur de la smart card j'aurai une sécurité optimale, je ne peux pas garantir que je suis de bout en bout sécurisé lorsque je veux par exemple me connecter à un système ou effectuer un paiement. Alors, nous, on a proposé une idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir des devices, un device matériel qui va être là, qui va être disponible pour l'utilisateur final. Ce device, il va avoir pour rôle fondamental de sécuriser les clés privées à l'intérieur d'un portefeuille qu'un utilisateur final va pouvoir utiliser. Sécuriser les clés privées, ça veut dire, premièrement, empêcher que quiconque puisse avoir l'accès direct sur les clés privées, premièrement. Deuxièmement, pouvoir permettre à l'utilisateur d'utiliser très simplement ce device pour réaliser des signatures. Alors ces signatures, ça va être des signatures cryptographiques, on en parle depuis le début. Premier exemple de signature cryptographique, c'est exactement l'exemple que Gonzague a fourni tout à l'heure. J'ai un paiement en Bitcoin à effectuer, je réalise une signature électronique à partir de mon portefeuille Bitcoin, la transaction est validée à travers le réseau blockchain et mon paiement est effectué. J'ai fait un paiement de façon tout à fait sécurisée par le biais de mon portefeuille. Si je fais ce paiement à travers un portefeuille qui n'est pas sécurisé, je risque évidemment d'exposer le contenu de mon portefeuille et de me faire voler tous mes bitcoins. Si je suis en train de faire la signature d'un diplôme, je suis une université française par exemple, je suis en train de faire la signature d'un diplôme et que le portefeuille que je suis en train d'utiliser pour effectuer cette signature, que la clé privée est accessible, eh bien ça veut dire que n'importe quel attaquant va pouvoir venir et signer n'importe quel diplôme de mon université. Ma certification de diplôme ne vaut plus rien si je ne peux pas contrôler la clé privée. Un device de confiance doit pouvoir également permettre à l'utilisateur d'utiliser des seconds facteurs pour valider l'identité de l'utilisateur. Le second facteur le plus simple, ça va être un code PIN. Si je protège mon portefeuille avec les clés privées, je veux bien évidemment que si on me prend physiquement le device sur lequel j'ai installé mes clés, on ne puisse pas les récupérer immédiatement. Donc je vais pouvoir utiliser des seconds facteurs, je vais pouvoir utiliser un code PIN, je vais pouvoir utiliser de la biométrie, je vais pouvoir utiliser tout un tas de seconds facteurs pour vraiment sécuriser mon portefeuille et empêcher qu'on accède à mes clés privées. Bien entendu, il nous faut une interface utilisateur qui est digne de confiance. Cette interface utilisateur, ça peut être soit le device lui-même, soit un terminal déporté. Mon idée, c'est bien entendu que je ne veux pas pouvoir accéder à mon device à travers quelque chose qui n'est pas sécurisé, parce que si je le fais, bien entendu, je perds intégralement la confiance. Pour avoir une confiance absolue dans l'ensemble des mécanismes que je suis en train d'utiliser, je dois contrôler de bout en bout du stockage final des clés sur un Secure Element jusqu'à l'interface que je suis en train de regarder. Je dois avoir le contrôle complet sur tous ces éléments. Enfin, on a ce principe de « what you see is what you sign », c'est-à-dire je dois être capable à n'importe quel moment, à travers mon device, à travers l'interface que j'ai, de pouvoir contrôler exactement ce que je suis en train de signer. Encore une fois, on ne peut établir une confiance absolue dans un portefeuille Bitcoin, dans une application dédiée à la blockchain. On ne peut obtenir une confiance absolue que si on contrôle intégralement tous les mécanismes qu'on est en train de signer. Voici le Ledger Blue. Le Ledger Blue, c'est un produit sur lequel on est en train de finaliser le travail. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça ressemble, c'est un petit device
qui est à peu près la taille d'un téléphone mobile. Il y a un écran tactile. Et alors, c'est relativement simple. Vous voyez, on a un secure element à l'intérieur, donc l'équivalent d'une carte à puce. Cette carte à puce va contenir un ensemble de clés privées qui vont pouvoir être utilisées pour tout un tas d'applications. On va pouvoir très simplement déjà avoir un portefeuille Bitcoin, effectuer des paiements en Bitcoin à travers Paymium sur toutes sortes d'interfaces de paiement chez des sites d'e-commerce. On va avoir un device qui va avoir tout un tas de possibilités pour se connecter sur plein d'autres choses. On va avoir du Bluetooth Low Energy, ce qui va nous permettre de nous connecter à travers un ordinateur. On va avoir du NFC, ce qui va nous permettre de nous connecter à travers des terminaux de paiement directement chez un marchand par exemple. On va avoir de l'USB, ce qui va nous permettre de nous connecter encore une fois sur des ordinateurs très simplement. L'idée, c'est de pouvoir intégrer le Ledger Blue sur tout un tas de moyens de communication pour pouvoir réaliser à chaque fois une transaction ultra sécurisée de bout en bout sur un service qui aura besoin d'une authentification, sur un service qui aura besoin d'une signature électronique ou d'un paiement en Bitcoin. On a également sur le Ledger Blue quelque chose qui est assez intéressant puisqu'on va fournir une SDK. Fournir une SDK, ça veut dire que n'importe quel prestataire pourra installer des applications sur ce device pour pouvoir effectuer des nouveaux services. Des services de paiement, des services de signature, des services d'authentification, des services bancaires pour pouvoir par exemple accéder à ma banque en ligne. Tout un tas de services qui vont pouvoir permettre à l'utilisateur final d'accéder en toute sécurité à une proposition de signature électronique sur tout un tas d'applications. Ce produit, comme indiqué ici, va être disponible au prochain trimestre. Voilà. Y a-t-il des questions dans la salle là? Monsieur. Le taux privé qui représente vos... dans le Ledger Blue là qu'on vient de voir, est-ce qu'il y a une sauvegarde externe au device, des clés privées qui représentent mes bitcoins ou autre chose? Oui. Comment ça marche? Comment ça marche? C'est chez vous? Il y a effectivement une sauvegarde, comme vous le dites. La sauvegarde n'est pas stockée chez nous. Elle est stockée sous la forme d'un fichier ou bien sous la forme d'une simple feuille de papier qui va contenir une liste de mots. Cette feuille de papier peut être conservée au coffre, peut être enregistrée éventuellement en ligne, mais effectivement, nous, on ne garde pas de sauvegarde centralisée. Nous pensons, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, la philosophie est vraiment que ce soit l'utilisateur final qui soit le garant de l'intégralité de ces données et pas que ce soit sur un service centralisé. Donc effectivement, il y a une sauvegarde, elle est décentralisée et elle appartient à l'utilisateur final. Ça fait un device de plus à transporter, à avoir sur soi. Pourquoi, enfin j'imagine que vous l'avez fait, mais pourquoi vous n'allez pas voir les opérateurs téléphoniques qui font déjà ça avec leur SIM, avec par exemple le SCP80 pour le HTTPS directement de la SIM jusqu'au service web pour le paiement. Donc il n'y a pas d'informations secrètes qui transitent par une application vérolée, des choses comme ça. C'est déjà natif dans 90% des téléphones qui sont dans la pièce. Beaucoup moins que ça. Beaucoup moins. Je ne vais pas prêcher pour ma paroisse chez Orange, mais s'il y a des mobiles Orange, ils ont tout. Voilà, mais voilà, c'est cool, mais je vois encore un truc en plus. Bien sûr, bien sûr. On l'a déjà fait. Ouais. Donc on l'a déjà fait. Nous, on a déjà une version de notre SDK qui fonctionne sur les Trusted Environment, sur les téléphones notamment Samsung. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette technologie, sur les nouveaux téléphones Samsung, il y a un environnement sécurisé qui représente à peu près la même technologie qu'on trouve sur le Ledger Wallet, c'est-à-dire un Secure Element. Nous pensons que un device supplémentaire séparé peut avoir un intérêt pour pouvoir vraiment permettre d'isoler complètement la sécurité sur ce device, pour pouvoir vraiment permettre
de garantir une sécurité optimale pour l'utilisateur. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas pouvoir travailler, notamment avec des choses qui existent sur les SIM, etc. Ça veut dire juste que notre device, vraiment, il est spécialisé sur ce genre de choses. Donc, on veut vraiment garantir à l'utilisateur final la sécurité optimale sur ces données. Dernière question, David. En France, il y a un consortium qui s'appelle 3D Secure, qui, du côté du Nord, hein, où il parle d'authentification, il y a Natural, mais les gens autour d'Auchan, qui s'occupent de sécurité. Est-ce que... quelle est votre position par rapport à eux? À titre personnel, je ne connais pas du tout le consortium en question. Il existe. D'accord. Nous partons vraiment sur l'optique que cette technologie de chiffrement asymétrique est vraiment la réponse fondamentale à toutes les problématiques de sécurité. Et je pense que ce qu'on voit actuellement sur Internet, on voit actuellement que tous les mécanismes et tous les protocoles de sécurité qui sortent à l'heure actuelle reposent tous, sans exception, sur de la cryptographie asymétrique. Et ça, c'est vraiment fondamental. On n'est plus sur un modèle comme on pouvait l'avoir sur les années 80, où on a l'idée qu'on a une entreprise centralisée, un service qui va conserver tous les secrets de tous ses utilisateurs. L'ensemble de tous les protocoles qui sortent à l'heure actuelle, l'ensemble de toutes les technologies autour de la sécurité reposent toutes sur la cryptographie asymétrique. Donc je pense que si le consortium en question repose sur ce principe, pourquoi pas, on va pouvoir discuter éventuellement. Si ce n'est pas le cas, je ne pense pas qu'on pourra s'entendre. Vous êtes bien dans FIDO? Oui, bien sûr. FIDO part directement sur cette idée également, sur l'idée de la cryptographie asymétrique pour l'authentification. Et aussi, c'est open source avec OVIOLabs. Bien sûr, bien sûr. C'est important. Bien sûr. Je précise entre parenthèses que l'intégralité du code du Ledger Blue est évidemment disponible et open source. On a évidemment une transparence totale sur l'utilisation de nos produits. Merci beaucoup, Manuel.